La direction d'une entreprise, la direction d'une usine est devenue dans le monde moderne une affaire de spécialistes. On parle des sociétés de managers et effectivement, le responsable, le directeur d'une usine actuellement, c'est un technicien de la direction. Donc le patron, ce sera un conseiller, il faut qu'il devienne un conseiller, et non pas un patron qui se met dans sa poche, ce que nous allons gagner. Ce qui nous désole, en fait, c'est que le dialogue soit extrêmement difficile avec les syndicats, parce que nous n'avons pas affaire en France à des syndicats réellement professionnels, mais à des syndicats qui sont très largement politisés. Je m'interroge même pour savoir si, au fond, l'histoire ne retiendra pas que l'aboutissement quantitatif, si vous voulez, des revendications du monde travailleur français n'est pas une déviation de sa première explosion. Je crois en définitive qu'il y a eu une terrible complicité entre l'appareil conservateur de la CGT et l'appareil conservateur du gouvernement. La CGT, c'est vraiment le seul syndicat pour l'ouvrier. C'est le syndicat, à mon avis, qui a su prendre une position ferme. Article 1er, entre parenthèses. Qu'est-ce qu'il y a dans l'article 1er? Suppression du patronat et du salariat. C'est que la CGT n'a pas su, ou vraisemblablement n'a pas voulu, voir le caractère réel du mouvement en cours. Or, de toute évidence, ou alors les mots n'ont plus aucun sens, nous sommes en présence d'un mouvement révolutionnaire. Voyons, malgré l'interdiction du Parti communiste et de la CGT, ce qui se passe, nous pouvons vraiment dire tout est possible. Le processus est enclenché et ce combat nous le mènerons jusqu'au bout, c'est-à-dire la seule solution possible, la révolution socialiste. La bourgeoisie française a confiance dans le Parti communiste parce qu'il a été incapable de gérer la situation et ne peut pas aller plus loin. Pourquoi ne peut-il pas? Pourquoi, pardon? Pourquoi ne peut-il pas aller plus loin, à ton avis? Parce que ces militants ont été, depuis qu'il existe, enfin depuis la guerre, même avant, ces militants ont été habitués à réfléchir suivant ce que les directions décidaient. Finalement, c'est Staline qui a tout détruit. Trotsky, il avait raison quand il disait on ne pouvait pas faire le socialisme dans un seul pays. Et Staline disait on peut le faire. Il me semble que l'expérience ait prouvé qu'on ait pu le faire. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'en URSS, c'est pas le socialisme, mais loin de là. Je crois que le système capitaliste, au sens traditionnel du mot, et que le système communiste, ou disons socialiste, puisque les communistes eux-mêmes disent qu'ils sont en économie pour l'instant socialiste, que le communisme viendra après, quand tous les problèmes seront résolus. Je crois que ces deux formes de société sont, à l'heure actuelle, périmées, et qu'on assiste et on assistera à la mise en place progressive de structures nouvelles, soit dans une économie socialiste, soit dans une économie, ne disons pas capitaliste, mais libérale, qui pourront apporter peut-être des solutions et peut-être même, pourquoi pas, un rapprochement de ces deux tendances, puisque vous savez qu'en Russie, par exemple, on assiste actuellement à un revirement complet dans le maniement de l'économie, la réintroduction du profit, de la concurrence, etc. 150, 155. 240. Les objectifs de la grève, ils n'étaient pas un peu oubliés dans toute cette grande kermesse? Non, les objectifs n'étaient pas oubliés, mais enfin, c'était à un autre niveau que nous, quoi. À un autre niveau que les travailleurs. C'était, si on veut, ils savaient qu'il y avait des copains qui étaient responsables, qui discutaient avec les directions. Avant mai, il y avait déjà une critique formulée aux centrales syndicales, c'est-à-dire aux réactions du sommet des centrales syndicales. Mai est venu et tout a été changé. On ne peut plus lutter de la même façon. Ils n'ont plus confiance à cette espèce de bureaucratie qui est installée, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Enfin, ça me fait mal au cœur de le dire, mais c'est vrai, quoi. S'il y a des discussions qui sont prises par les syndicats, on voudrait le savoir. Et c'est pour ça que les gars râlent énormément à cause de ça. Mais il y avait quand même un élan révolutionnaire. Hein, il y avait quand même autre chose.
je peux affirmer que les gens sont partis de l'usine où je travaille sans même savoir ce qu'on en allait revendiquer au niveau du salaire. Hein. Ils sont tous partis et la grève s'est faite dans la légalité syndicale, c'est-à-dire avec élection, enfin avant, là, il y avait la majorité pour sortir, pour la grève, ça s'est très bien passé. Et dans le fond, ils partaient parce que c'était un grand mouvement qui allait renvoyer De Gaulle, qui allait changer ça. Après, on a parlé de cahiers de revendications. Mais ou pour les gens, justement, et là qui comprennent très simplement, c'est que, en fait, le constat de Grenelle, je dis bien constat, parce que je me fais reprendre à longueur de discussion autour de ça quand je dis contrat ou accord, on me dit c'est constat. Moi, je veux bien. Car il n'y eut pas d'accord de Grenelle. Il y eut un constat. Ce constat de Grenelle a désamorcé le mouvement. Et là, je crois que la bourgeoisie a très bien joué. Se sentant prise, elle a fait une concession. La concession consistait à augmenter le SMIC. Et cette masse de gens qui n'étaient pas préparés vraiment à une grande lutte politique, parce que ça, on y en avait très peu parlé depuis des années, on n'y en avait jamais parlé, s'est trouvé d'un seul coup augmenté, quand même assez largement. Hein. Cette partie de gens intéressés, c'est-à-dire sur 9 millions de grévistes, il y avait 2 à 3 millions de personnes, ne comprenaient pas pourquoi on était plus loin. Et ces gens-là, eh bien, c'était difficile de comprendre pourquoi on continuait. Il fallait les convaincre de continuer.